Bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire. On ne se quitte plus, on était déjà connectés aujourd'hui pendant la pause déj et nous revoilà. Après avoir parlé de Gen Z, maintenant on va parler de la fameuse transparence des salaires. Et ça a l'air de vous intriguer parce que vous êtes beaucoup aujourd'hui à vous être inscrits. Je vois des premiers bonjours. Bonjour à Hakim, Nathalie, Solène, Hélène, Virginie. Tout a l'air de fonctionner. Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau. En plus, on a deux invités qui vont, j'espère, vous éclairer sur le sujet, puisque c'est vraiment le sujet chaud de cette rentrée 2026 avec la directive autour de la transparence des salaires. Jacques, Madeleine, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots? Voilà, dites-nous un peu qui vous êtes, ce que vous faites de beau. Mathieu qui dit « J'espère que ta voix va tenir Anaïs ». Merci. C'est vrai, ça s'entend peut-être un peu. J'ai la voix qui a du mal à tenir cette semaine. Jacques, Madeleine. Vas-y, Madeleine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Madeleine Poder, j'ai 25 ans d'expérience en tant que DRH opérationnel, stratégique, que j'ai valorisé également par un prix de transformation numérique par la NDRH. J'ai également négocié pendant 5 ans au niveau de la branche professionnelle dans le domaine du retail. Et puis là, je m'intéresse, je me développe une expertise sur la rémunération et notamment sur la fameuse directive de transparence des salaires. Voilà. Et de mon côté, CV un peu moins ronflant, Jacques Delaporte, je suis directeur commercial et marketing chez Allshare, je n'ose pas vous dire depuis combien de temps maintenant, voilà, depuis peu, et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous touche tous, la transparence des salaires. On y vient et non seulement on va aborder le sujet, mais c'est surtout la promesse aujourd'hui que vous faites, Jacques et Madeleine, c'est de faire en sorte que notre audience, elle reparte avec une roadmap, un plan en 6 étapes, parce que c'est un peu la grande question et c'est un peu l'urgence et la panique du moment, c'est que ça y est, on y est. Ça y est, on est en 2026, donc c'est concret, ça arrive très bientôt. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? En gros, c'est la question du jour. Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? On va essayer d'y répondre. Oui, vous aurez le support disponible à la fin du webinaire. Et avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on avait envie de vous interroger, de prendre un peu la température, voir où vous en êtes, vous, vis-à-vis de la question de la directive qui arrive. Où est-ce que vous en êtes? Où en est votre projet de mise en conformité aujourd'hui face à cette directive? Et à vous de voter. Nous n'avons pas encore commencé, nous sommes en phase d'audit, la roadmap est validée, nous sommes en cours de déploiement, ou bien nous pensons être déjà prêts, ou presque. Je suis curieuse de voir les réponses. Je vois qu'il y a déjà une tendance qui ressort, c'est nous n'avons pas encore commencé. Ça vous surprend ou pas tous les deux? Pas tellement, pour rencontrer beaucoup de clients depuis maintenant une bonne année sur ce sujet-là, on se rend compte que voilà, c'est un sujet pas facile à adresser, et d'où aussi le thème aujourd'hui, cette roadmap très concrète, ce plan d'action qu'on souhaite donner en fait pour être prêt dans 6 mois maintenant. Et je pense que la plupart d'entre vous attendent de la transposition de la directive dans le droit français, et j'espère qu'à la fin du webinaire, on vous aura convaincu de ne plus attendre. Ça me fait penser d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que le webinaire aujourd'hui, il s'appuie sur ce que l'on sait à date. Il y aura forcément une part de frustration à la fin de ce webinaire parce que il n'est pas possible de répondre à toutes les questions. Mais là, c'est vraiment l'idée, c'est de vous faire repartir avec du pratico-pratique. Bon, ça se confirme, 66% qui n'ont pas encore commencé, 28% en phase d'audit, 4% avec une roadmap 3% avec une roadmap validée et 2% qui sont prêts. Voilà, on a trois personnes dans l'audience qui se sont déjà prêts. Bravo à elle. Bravo à ces personnes. Et puis pour les autres, on est là aujourd'hui. C'est exactement pour cette raison que ce rendez-vous il est créé aujourd'hui. Est-ce qu'avant de rentrer vraiment dans le côté, déjà, le webinaire il est très, très actionnable parce qu'on rentre direct dans le sujet et dans la promesse de vous partager des pratiques. Mais est-ce qu'on peut faire un tout petit topo, un court topo sur la directive, vraiment de manière concise, Madeleine ou Jacques, histoire de faire une petite intro? Madeleine, je te laisse la main peut-être. Moi, je commencerai peut-être déjà par présenter aussi le pourquoi de la directive.
La directive, elle est née parce qu'il y a toujours un écart de salaire qu'on évalue autour de 14-12%, un écart de rémunération entre les femmes et les hommes, au niveau européen donc, puisque c'est une directive européenne, et qu'en parallèle, il y a donc une recherche et un besoin d'équité. Et on n'arrive pas à avancer néanmoins suffisamment, donc ça crée donc des frustrations, et peut-être que ça crée un sous-engagement des équipes au niveau de l'entreprise. Et c'est une volonté vraiment européenne de trouver un moyen de résoudre ce sous-engagement en fait, et d'avancer dans ce sens. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui, de toute façon, on n'ira pas en arrière. Et on va donc au-delà, il s'agit d'aller au-delà du fameux index EGAPRO qui finalement ne répond pas aux attentes. Donc la directive en tant que telle, on va le détailler, elle va obliger à donc plus de transparence, vers plus d'équité donc, et à fournir précisément des états de reporting et de pouvoir justifier pour chaque salarié, s'il le demande, des écarts entre des emplois de valeur égale. C'est toujours le thème qu'on reprend toujours, l'expression, c'est travail de valeur égale. Donc on va vraiment aller dans le détail et jusqu'à ce que chaque salarié puisse, si besoin, avoir une réponse pour sa propre situation, pour sa propre rémunération. Donc, on va très loin. Et même si ça paraît loin, la directive européenne, pour moi, c'est vraiment un changement de culture au sein de l'entreprise qui s'amorce. Il y a un impact culturel, oui. C'est vrai qu'en fait, du coup, on entend beaucoup parler d'indicateurs, d'éléments techniques, de définitions assez complexes qui ne nous parlent pas toujours, en fait, et qui sont nouvelles, en fait, dans le cadre de cette directive. Et on va en parler aujourd'hui. En fait, on va essayer d'éclaircir ces indicateurs, ces points un peu techniques, etc. On va essayer de les rendre plus simples. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais perdre, et je rejoins tout à fait ce que tu dis, Madeleine, il ne faut jamais perdre l'objectif qui est finalement de résoudre cette problématique d'écart salarial entre les femmes et les hommes. Et c'est l'objectif de cette directive. Donc. Parfait. Alors, petite parenthèse, le webinaire, je le dis à chaque fois, mais le webinaire, il est vraiment fait pour vous qui êtes en train de nous écouter. Donc, sentez-vous à l'aise de réagir, de poser des questions dans le chat. Moi, je me ferai votre relais auprès de Jacques et Madeleine. Et puis, on gardera un temps à la fin si jamais quelques questions sont restées en suspens. Alors, première question, c'est grosso modo, par quoi je commence? C'est quoi ma première étape? Qu'est-ce que je dois prendre en main pour répondre à ce besoin de s'aligner à la nouvelle directive? Par quoi on commence? On commence par classifier les emplois. On peut dire classifier ou on peut dire cartographier, peu importe les mots qu'on emploie, mais en tout cas, c'est pouvoir situer chaque emploi de votre organisation dans une grille de classification. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le terme, l'expression qui revient toujours dans la directive européenne, c'est travail de valeur égale, et qu'on définit par 4 critères qui sont les compétences, l'effort, la responsabilité et les conditions de travail. Chaque entreprise pourra après détailler ce qu'elle met dans les compétences, ce que signifie l'effort par rapport à son business. Dans la finalité, il faut que des emplois comparables, qui peuvent concerner des fonctions différentes, voire des entités différentes, des filiales différentes, elles aient le même niveau de classification et qu'on puisse donc pouvoir les comparer. Et ça, on continue les différentes options que vous avez pour certaines des entreprises qui ont déjà commencé le travail. Pour, je suppose, la plupart d'entre vous, ça va être la convention collective, c'est s'appuyer donc sur le système de classification de branches qui peut être ajusté à vos propres particularités et toujours de toute façon en respectant le cadre de la classification de branches. Je ne connais pas beaucoup de conventions collectives qui n'aient pas un accord de classification qui soit plus ou moins à jour, qui peut-être doit être aussi remis à jour, mais en tout cas, on a souvent cette trame existante et sur laquelle on se base. Autre option, ça peut être le système de scoring de pesée de poste. C'est évaluer de façon systématique chaque emploi via des critères qui sont objectifs. Donc, on peut reprendre les 4 critères de la directive, compétences, responsabilité, effort, et de poser un degré dans l'échelle de chaque critère. Ça peut être aussi un système hybride entre les deux. Il peut y avoir des écarts qui sont difficiles à justifier, des groupes qui sont au niveau de la branche, par exemple, de la classification de branche trop hétérogène. Ça peut être l'idée peut-être de mettre en place un système hybride. Après, de toute façon, ça, on l'a mis là entre parenthèses. Cette étape-là, elle va nécessiter soit un accord, du moins une info, au mieux ou au pire, tout dépend comment on voit les choses,
une information consultation avec les partenaires sociaux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à huis clos. Là aussi, peut-être, je dirais que la transparence commence déjà, et pas qu'avec les salariés. Comment nous avons vu les choses? Peut-être la première marche, donc, c'est de lister et d'harmoniser les emplois. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que déjà vous disposez de tous les emplois, de leurs intitulés, parce que déjà, on peut, la première démarche, est-ce que les intitulés des emplois sont harmonisés? Est-ce qu'on n'a pas un directeur, une directrice, un commercial, une commerciale qui font le même travail? Et si on fait un premier travail de comparaison, on se dira, bah, tiens, ils ne sont pas dans la même catégorie. Est-ce que les descriptifs, ils sont aujourd'hui actualisés et assez documentés pour promettre leur classement? Est-ce qu'ils conviennent à l'activité actuelle de l'entreprise? Parce que le business, il évolue tout le temps. Et ça, c'est un travail certainement qui peut se faire, qui doit se faire avec les managers, parce qu'aujourd'hui, ben, tiens, on a tel outil, l'emploi, il a changé, et donc l'effort a évolué, ou peut-être que le poste devient plus rare. Deuxième marche, je dirais, c'est d'évaluer les emplois. Donc, les critères classants dont on a déjà parlé, est-ce qu'ils permettent de grader et classer les emplois dans des catégories qui sont assez précises pour définir toujours le travail de valeur égale? Parce qu'on verra que ce sont à partir toujours de ces classifications-là qu'on va comparer les fourchettes, qu'on va comparer et établir des fourchettes de salaire. Enfin, le système de classification, en fonction de ça, lequel je choisis? Est-ce que c'est celui de la convention collective qui me convient à 100%? Et c'est plus simple, il est complet, tout est simple, il me va bien, je n'ai pas besoin dans ce cas d'avoir un nouvel accord de classification. Ou est-ce que je dois établir une grille de classification qui m'est propre et qui définit donc des critères classants spécifiques que je peux peut-être enrichir par des coefficients qui sont aussi propres à chaque filière? C'est vraiment quelque chose que chaque entreprise devra ajuster et décider en fonction de son activité. Et une dernière étape là, même si elle n'est pas forcément nécessaire dans un premier temps pour analyser les emplois, ça va être bien sûr d'associer des fourchettes de salaire à chaque catégorie. Quelques cas d'usage. Alors, la convention collective, elle comprend une grille de classification que je peux utiliser. Le deuxième cas, la convention collective, elle comprend une grille de classification, mais elle n'est pas assez détaillée, donc je crée des groupes intermédiaires. Le troisième cas, j'ai peut-être dans mon entreprise des sites en France et à l'étranger, et afin d'harmoniser les politiques de rémunération, j'envisage de définir mon propre système de classif qui va s'appliquer à tous les sites. Et peut-être un cas numéro 4 ou un cas numéro 5, qui sont les vôtres que vous allez mettre en place dans votre entreprise. Voilà, effectivement, ces cas d'usage, c'est un peu des cas qu'on a rencontrés, comme je vous le disais, au fur et à mesure de tous ces rendez-vous qu'on a accumulés lors de la dernière année avec vous sur le sujet de la transparence des salaires. Donc, on détaillera au fur et à mesure du webinaire les cas rencontrés sur les différentes étapes. Les outils que je vois… pardon. Oui, vas-y, Annette. J'allais dire surtout que je vois que dans le chat, il y a déjà… des premières questions, et je crois que c'est ça tout l'enjeu aussi, c'est que c'est encore difficile pour certaines entreprises et du coup pour les RH qui nous écoutent de pouvoir se dire ok, est-ce que dans mon cas ça s'applique? Il y a vraiment ces questionnements-là, ce que je vois. J'ai vu passer plusieurs messages dont certains qui disaient moi j'ai plus de 100 salariés, quelles entreprises sont concernées? Est-ce qu'aujourd'hui c'est clarifié cette question-là, ou c'est encore en discussion sur notamment quelles entreprises sont concernées? Aujourd'hui, on parle plus de fréquence d'état de reporting à partir de 100 ou 250 salariés. Me semble-t-il, 100 salariés, ça va être à partir de 250 salariés, c'est une publication des états de reporting tous les ans et dans la directive européenne, et 100 salariés, ce serait peut-être tous les 3 ans. Mais que donnera la directive, en fait? Comment sera-t-elle transposée? Là, on reste encore un peu dans le flou. Je pense qu'aucune entreprise, sauf peut-être celle de moins de 50 salariés, n'échapperont complètement à la directive. C'est comme ça que je dirais les choses aujourd'hui. Oui, il est possible qu'à terme, ça s'étende. Oui. Voilà, j'ai vu finalement passer quelque chose dans la presse, me semble-t-il, sur les entreprises de plus de 50, donc peut-être de moins de 50 seraient épargnées, peut-être pas.
c'est de toute façon, ce sont aussi les négociations qui vont se faire au niveau national avec les partenaires sociaux. Okay. Donc, peut-être que moins de 50, on se dit, OK, je passe à côté. Voilà, pourquoi pas. Pour autant, moi, je reste persuadée que c'est quand même toujours un sujet, c'est quelque chose dont on parle le plus, on parle beaucoup, ça sera des changements qui vont se faire de façon culturelle et de façon très progressive, et qui vont infuser dans l'ensemble des entreprises en France, certainement, tôt ou tard. D'autant plus que si je suis une petite entreprise et que je ne suis pas aujourd'hui concernée par ça, pour autant, dans quelques mois, je vais me retrouver dans un marché où j'ai des concurrents, des plus grandes entreprises qui affichent leur salaire, notamment dans les annonces d'emploi. Moi, si je ne joue pas le jeu, je vais me noyer dans la pléthore d'entreprises qui, elles, pourront jouer cette carte de la transparence. Donc, je me dis peut-être naïvement que finalement, toute entreprise a tout intérêt de jouer la carte de la transparence des salaires. Qu'elle soit concernée ou pas. Au niveau attractivité, ça va se jouer très vite. Hein. Oui. On ne sait pas à quelle date, en fait, cet élément-là de la directive sera effectif, mais aujourd'hui, est-ce qu'un salarié un candidat va postuler à une entreprise où il n'y a pas de fourchette de salaire? Il va dire, je négocie, mais bon, je suis carrément dans le flou, quoi. Ouais. Et puis là, on va me demander, mais quelle était votre dernière rémunération? J'avance un petit peu sur ce qu'on a prévu, mais la loi prévoit effectivement que le candidat n'ait pas à fournir sa rémunération actuelle, ou dans un précédent poste. Et donc, de ce fait-là, il y a une forme de concurrence qui va se jouer entre les entreprises dans leur attractivité. Moins de 50, plus de 50, plus de 100, plus de 150. Pour moi, la directive va au-delà d'avoir à présenter les états de reporting. C'est bien autre chose qui se passe, en fait. Alors, je souris parce que je vois le nombre de questions dans le chat, mais je vois qu'il y a l'équipe Allshare. Heureusement, on a l'équipe Allshare qui répond aux questions parce que je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Du coup, tout à l'heure, Madeleine, je t'ai coupé sur la partie outils et ressources. Oui. Si tu veux finir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans cette première étape, les entreprises, vous avez déjà beaucoup d'outils à votre disposition. Hein, il y a des référentiels métiers qui existent, que peut-être vous utilisez déjà, qui sont disponibles par France Compétences ou dans les branches professionnelles. En dehors des branches, associées aux branches, il y a les OPCO de branches, et donc des observatoires de branches. On a très souvent, ils présentent des emplois, en fait, des emplois repères. On a, je te laisse continuer peut-être parce que je d'eau. Oui, non mais voilà, du coup, non mais c'est vrai que ce qu'on observe, ce que je disais, hein, tout ça, c'est vraiment le fruit des observations qu'on a en entretien avec vous. Vous avez beaucoup d'outils et il faut trouver un moyen effectivement de rationaliser pour ajouter cette fameuse brique sur la transparence des salaires. De toute façon, on reviendra dessus. On a d'autres petits encarts en fait sur les outils et ressources, donc on pourra revenir dessus. Après. Voilà. Donc il y a déjà beaucoup de choses à disposition, on peut le dire comme ça. C'est ça. Ok. Voilà, j'embraye peut-être du coup sur la deuxième étape parce qu'on en a quelques-unes encore à parcourir et on a envie de vous en faire profiter du coup aujourd'hui. Donc une fois qu'on a classifié ces emplois, nous ce qu'on a identifié en fait comme second step en fait et tout aussi structurant que le premier, eh bien donc c'est cette seconde étape sur la rémunération. Comment définir le socle sur lequel on va comparer les différents collaborateurs de vos effectifs. Je crois que la directive au niveau européen, c'est la directive sur la transparence des salaires. Nous, chez Allshare, on aime à parler en fait de directive sur la transparence des rémunérations, car elle englobe vraiment l'ensemble des composantes de la rémunération. Voilà, et qui servent vraiment de base et de socle pour comparer du coup vos collaborateurs, toutes choses égales par ailleurs. Voilà, du coup, voilà une première étape en fait qu'on identifie sur la définition des composants de la rémunération annuelle. Donc du coup, ce qu'on préconise dans un premier temps en fait, c'est d'extraire l'ensemble des postes de paye et les regrouper donc en rubriques afin de disposer de la rémunération annuelle de chaque salarié. On vous en a
détailler quelques-unes, donc le salaire de base, les primes fixes, les primes variables. Mais vraiment, donc, encore une fois, c'est une transparence qui est vraiment totale et complète, puisqu'on va même jusqu'aux avantages en nature, les indemnités d'absence, etc., etc. Voilà, je précise qu'on parle bien, on intègre là donc tous les salariés, hein, qui soient, on a vu cette question pas mal, est-ce qu'on compare que les CDI, les CDD, les temps complets, les temps partiels, et on intègre en fait tous les salariés dans cette transparence. Donc voilà, ensuite, toujours dans cette logique de définir les composantes de la rémunération, eh bien, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'autres éléments, comme j'ai commencé à le dire, d'autres éléments qui ne viennent pas forcément de la paye, comme vous voyez dans l'étape 2, là, avec l'épargne salariale et les actions. Et donc, il y a un vrai enjeu de centraliser sa donnée et donc de bien s'équiper. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les outils, on allait en parler et en reparler, puisque donc il y a un vrai enjeu de centraliser la donnée pour pouvoir comparer et diagnostiquer ces fameux écarts. Ouais, parce que je me dis, je me mets à la place des RH. Enfin, on n'en est qu'à la deuxième étape et je me dis, waouh, le boulot monstre que ça représente, mais surtout la quantité de données à aller récolter, c'est assez vertigineux quand même. C'est vraiment un des points, je pense que c'est un des points en fait qui effraie probablement le plus en fait nos clients, hein, ceux à qui on parle. Alors nos clients, ils ont la chance de disposer de solutions, donc pas forcément, mais voilà, les prospects à qui on parle, eh bien, c'est vraiment leur source d'inquiétude majeure, parce que voilà, des politiques de REM, des structures organisationnelles, etc., souvent ils sont bien avancés sur ces points-là. En revanche, sur toute la partie outillage, centralisation de la donnée, outils de comparaison, de comparatif, etc., là, c'est plus compliqué. On a Madeleine qui n'est jamais partie, mais c'est sa caméra qui est partie. Elle est revenue, elle est réapparue soudainement. Exactement. Voilà, et donc du coup, ce que je vous disais, je vais aller très vite en fait sur cette slide, parce que c'est ce que je commençais à vous dire précédemment. Oui. On rencontre différents cas chez nos clients. Vous voyez, le cas 1, la donnée elle est éparpillée, il y en a un peu dans la paye et dans d'autres systèmes de votre SIRH, etc. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même converger toutes ces données pour pouvoir faire des comparatifs pertinents. Sinon, un autre cas de figure qu'on rencontre pas mal, c'est il y a pas mal de données dans la paye, mais en revanche, il n'y a pas du tout d'outils de reporting ni d'analyse. Et sinon, les deux derniers cas, 3 et 4, qui se rejoignent pas mal, c'est des entreprises, des organisations qui ont des outils de reporting, mais finalement assez basiques, assez figés, des BI, des Excel assez simplistes, et qui ne permettent pas d'avoir assez de puissance pour… En fait, on parle beaucoup de data aujourd'hui, dans tous les débats, dans tous les échanges au niveau des RH, au niveau d'IA notamment. Et on dit que justement, la data, ça devient un peu l'or blanc, en fait. Et je pense que là, c'est un exemple où la data, la paye, on a tout ça, en fait. On a tout ça dans les entreprises. Parfois, c'est juste pas mis en forme. Parfois, il faut juste un petit peu de, entre guillemets, nettoyage. Tout à l'heure, j'ai parlé d'harmonisation d'intitulé des emplois. Parfois, il s'agit juste, là aussi, d'harmoniser l'intitulé des variables, en fait, de se dire… Mais c'est aussi très intéressant, puisque ça structure une politique de rémunération. Tel emploi, je lui donne une prime de fin d'année. Ah tiens, pour certains, tant cet emploi-là à côté, j'ai appelé ça prime exceptionnelle, et pourquoi? Et c'est vraiment ce travail de structuration, de cohérence, de réécriture parfois, mais on a tous, il y a toujours du matériau quelque part, il y a beaucoup de choses qui existent, parfois simplement de les centraliser, qui de toute façon sera utile à l'entreprise et très intéressant aussi pour la DRH, pour la fonction RH. La fonction RH est tellement riche, il y a tellement de choses, ça permet juste de peut-être parfois de le mettre un petit peu d'ordre, et moi je le dis, de lui donner de la valeur, quoi. Tout à fait. Et pour tous les acteurs qui sont autour, qui sont la direction générale, qui sont les managers, qui sont les salariés, qui sont les partenaires sociaux. Tout à fait. Tu as raison, pas mal de clients avec qui on travaille en fait nous disent que le fait de maîtriser
s'adonner et d'être professionnel sur sa data, en fait, c'est aussi une opportunité, en fait, hein, de s'émanciper aussi. De revaloriser la fonction RH. Exactement. Ouais. Non, Ouais. mais tout à fait. Et tant qu'on est dans la data, ce que je vous propose, du coup, c'est d'avancer dans cette troisième étape sur les indicateurs et reporting. Et donc, qui comprend notamment les fameux 7 indicateurs dont vous parlera Madeleine ensuite, les 7 indicateurs légaux. Petite précision en fait sur cette partie indicateurs et reporting. En fait, vous avez probablement entendu parler. Donc, pour comparer donc vos populations entre elles, en fait, il y a peut-être juste une notion en fait sur laquelle on voulait faire un petit disclaimer. C'est donc l'écart de salaire non ajusté vs l'écart de salaire ajusté. Donc, vous savez, donc finalement, la directive en fait demande de sortir les écarts de rémunération moyens ou médians entre les femmes et les hommes. Donc, ça, c'est l'écart de salaire non ajusté. Ce qu'on propose en fait, hein, grâce à des modèles statistiques, on pourra en reparler, c'est cette notion aussi d'écart de salaire ajusté qui permet en fait de comparer un collaborateur, toutes choses égales par ailleurs, en isolant, en neutralisant certains critères, type performance, ancienneté, etc., etc. Voilà, je parlais de modèles mathématiques. C'est donc, pour parler trivial, c'est donc ça s'appelle la régression linéaire. C'est pas moi qui vais vous donner un cours là-dessus parce que avec mes faibles appétences en maths. Mais voilà, en tout cas, c'est un modèle qui vous permet, lors de la comparaison de deux populations, d'isoler et de neutraliser certains facteurs légitimes, hein, comme vous le voyez dans cette petite illustration, tels que le niveau, la performance, l'ancienneté, la localisation, et donc de comparer deux employés, deux populations en tout point, et en prouvant que le genre n'influence pas cet écart. Voilà, et je te laisse poursuivre, Madeleine, sur les indicateurs obligatoires légaux que nous propose cette directive européenne encore à ce stade. Alors effectivement, hein, la directive, souvent on la confond, on se dit c'est la publication d'indicateurs. Ça n'est pas que, mais quand même. Alors c'est des indicateurs qui sont donc obligatoires à publier. On a présenté les 2 étapes précédentes, hein, que sont la classification et que sont la structuration de la rémunération, parce que c'est vraiment l'exactitude de ces informations-là, qui est précisée par l'employeur, qui est fondamentale et qui va aussi servir de dialogue, hein, avec les représentants du personnel. Et si ces 2 étapes-là ont été bien menées, sont solides, sont documentées, je veux dire, on avance, je vais reprendre le terme, mais en toute transparence en fait. Et de toute façon, on avance, peut-être pas à pas, mais on avance. Et donc, ça souligne, hein, ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, l'importance de disposer de données de rémunération qui soient structurées, complètes et donc vérifiables. Voilà, et bien nommées, et bien justifiées. Alors, il y a plusieurs indicateurs de reporting. Le premier, ce sont des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans le détail, il y en a 4. Hein. Il y a le médian, il y a avec les composantes variables et complémentaires, et médian plus composantes variables et complémentaires. Un deuxième type d'indicateur qui est la proportion de travailleurs féminins et masculins, dans le détail aussi, qui bénéficient des composantes variables et complémentaires et de chaque article de rémunération. Mais d'où l'importance quand même, hein, il y a toujours cette idée-là, des composantes variables et complémentaires. Et c'est pour moi, ça reprend en fait, c'est toute la politique de rémunération qui doit pouvoir être écrite et qui est écrite par les titres restaurants, par telle prime, etc. Et cette approche-là, elle est vraiment importante aujourd'hui et c'est elle qui va être la base en fait des écarts de rémunération. Le troisième type de reporting, d'indicateur, il est plus complet, c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs et ventilé par salaire et par composante de variables complémentaires. Et il reste ensuite la troisième marche, hein, c'est analyser les résultats des états de reporting. Et je dirais, avant même la publication, donc la publication de la loi en France, c'est un travail qui peut être fait au sein de la RH. Hein. On n'a pas besoin, et justement, tant que la loi n'est pas sortie, profitons-en
pour faire ce travail-là, peut-être à huis clos, et de voir un peu ce qu'il en sort. Est-ce qu'on peut déjà, ce sur quoi on peut déjà agir en 2026. Ça, c'est vraiment pour moi fondamental. Quelques outils et ressources pour faire ce travail. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que Jacques a déjà dit. C'est plus simple, enfin, tout dépend de l'effectif de votre entreprise, mais c'est plus simple si on vise un outil d'analyse et de comparaison des rémunérations qui va permettre de calculer directement l'ensemble des états de reporting à partir de toutes les données, de toutes les datas qu'on aura sur le salaire. Et puis aussi, après, de rechercher à partir des critères précis, quelles sont les raisons objectives à cet écart global de plus de 5%. Est-ce que je peux le justifier, ce qui est donc l'écart ajusté, ou est-ce que c'est plus difficile de le justifier? Est-ce que c'est des éléments qui datent de cette personne a été recrutée il y a 20 ans et puis l'emploi a été rare, etc. Et dans quelle mesure ce qu'on peut justifier sera, j'ai envie de dire, communicable, quoi, en interne, en externe, de toute façon, d'abord en interne. Et ce sera, je crois, qu'à chaque entreprise de le juger en fonction de son modèle business. Ça répond à ce que demandait Shaima dans le chat. Elle disait effectivement, est-ce que l'historique de l'entreprise peut justifier des différences de salaire, l'attribution de certaines promotions? Donc, du coup, tu y as répondu. Donc, en fait, la boussole, c'est la justification. Tout à fait. Les critères objectifs et non sexistes qui peuvent justifier effectivement un écart de salaire. Et jusqu'où cette justification est justifiable? Je joue avec les mots. C'est presque philosophique. Mais jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où c'est acceptable? C'est acceptable pour des salariés qui disent non mais là je me rends compte vraiment que ma rémunération elle est complètement à l'écart, ça passe pas. Et si ça passe pas, à un moment, qu'est-ce que je fais? Je fais un conflit, je fais un contentieux, je quitte la boîte. Mais ça, on n'a pas la réponse, en fait. C'est vraiment l'histoire, la culture, l'histoire de chaque entreprise, en fait. Et en analysant les rémunérations, on se rendra compte de ce qui est acceptable. Ce qui sera peut-être acceptable en 2027, peut-être moins en 2028 et peut-être plus du tout en 2035. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà, quatrième étape, du coup, j'enchaîne sans transition. Quatrième étape, du coup, qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un petit point, en fait, légal sur la directive, en fait. Donc, cette fameuse évaluation conjointe des rémunérations. C'est un article donc 9 dans la directive, vous pouvez aller voir. Et en fait, cet article, il stipule tout simplement que si un écart d'au moins 5% subsiste, l'employeur devra établir avec donc une évaluation conjointe des rémunérations avec les partenaires sociaux dans le but finalement de corriger et prévenir les futures différences de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc voilà, comme je le disais, cette évaluation, elle est à faire en lien avec donc les représentants du personnel, ce qui voilà, rend le processus encore plus, on va dire, peut-être challengeant. Voilà. Et donc, pour ce processus-là, en fait, d'évaluation conjointe, nous, on a proposé une petite roadmap dans la roadmap, finalement, qui se décompose en 4 étapes. La première, en fait, c'est d'établir une liste d'indicateurs vraiment très concrets, mesurables et voilà, représentatif finalement de l'état de vos rémunérations. Voilà, une deuxième étape, c'est d'analyser ces indicateurs et les moyens d'action et finalement mettre ces indicateurs à la disposition des représentants du personnel dans toujours un objectif de transparence et de fluidité sur cet aspect des rémunérations pour qu'à la fin, finalement, initier dans votre entreprise finalement un suivi et une analyse des évolutions de ces indicateurs qui soit le plus transparent possible et à la main de tous. Et ça fait le lien un peu avec ce que disait Madeleine en préambule, c'est que cette directive n'est pas seulement une directive qui va s'appliquer à la fonction RH ou encore moins uniquement au Compenben, mais c'est vraiment un changement de philosophie globale dans le monde du travail, moi je pense, et qui va se faire à tous les niveaux, quoi, au niveau des collaborateurs, des candidats, des managers, et voilà, dans toutes les strates
finalement de votre entreprise, d'où le souci aussi d'avoir beaucoup de clarté et des indicateurs fiables et mesurables pour suivre finalement ces éléments-là. Jacques, tu as des exemples d'indicateurs, genre plusieurs personnes qui demandent Alors, on a des exemples d'indicateurs. Ils sont assez, je les ai sous les yeux. On a la proportion d'hommes et de femmes au sein de chaque catégorie de travailleurs. Je crois d'ailleurs que c'est des indicateurs. Ceux-là, ce sont des indicateurs que propose la directive. L'écart de revenus moyen entre les hommes et les femmes, la proportion de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'une augmentation de leur rémunération suite au retour de congé, maternité ou paternité. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête, Madeleine. Mais... En tout cas, c'est ceux qui sont dans la directive. Après, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il y en aura moins, j'ai envie de dire. Et en dehors peut-être de ces indicateurs, parce qu'on a toujours le prisme femmes-hommes, mais pour autant, le salarié lui-même, même si dans une équipe, dans un service ou dans même emploi, toujours travail de valeur égale, il y a 100% d'hommes ou 100% de femmes, ce n'est pas pour autant que la salariée n'aura pas les informations, même si c'est une équipe où on a donc une équipe 100% masculine, 100% féminine, quoi. Voilà. Ça, on va aussi au-delà uniquement, enfin, l'esprit de la directive, c'est toujours des écarts femmes-hommes, mais pour autant, c'est vraiment une logique d'équité pour un emploi, pour toujours travail de valeur égale au sein de l'entreprise. Oui. On voit bien que si l'objectif est celui dont on parle depuis le début, neutraliser finalement ces écarts entre les femmes et les hommes, les moyens se sont étendus finalement Tout à fait. et sont plus larges que uniquement cet objectif. Voilà, pour les outils et ressources sur cette phase-là d'évaluation conjointe des rémunérations, finalement, l'importance, toujours, on revient un peu à la même chose, hein, mais l'importance d'avoir des données fiables et voilà, qui vous permettent de suivre ces fameux indicateurs. Et je laisse Madeleine la main. Je te laisse, Madeleine, sur donc, la 5e étape, hein, qu'il y ait le droit à l'information du salarié. Alors, ça, c'est quand même quelque chose, c'est une petite bombe quand même. Aujourd'hui, les salariés ont le droit de connaître, auront le droit, on va dire, de connaître leur niveau de rémunération qui est comparé à la moyenne des autres salariés de la même catégorie d'emploi. Donc, c'est toujours selon le prisme travail de valeur égale. Donc, en fait, ils auront le droit de savoir où situe leur rémunération dans la fourchette de leur catégorie d'emploi. Donc, ils auront le droit de la connaître, ils vont en faire la demande. La réponse doit leur être envoyée directement, ou alors via des représentants, s'ils passent par des représentants, dans un délai maximal de 2 mois. Elle devra, c'est donc une réponse écrite, donc je veux dire, ça ne va pas être quelque chose entre 2 portes où le manager peut le dire comme ça. Le manager peut le dire, certes, mais en tout cas, le manager devra aussi avoir des éléments précis que la DRH lui aura fournis. Et chaque entreprise, en fait, chaque année, l'entreprise devra informer son personnel, donc l'ensemble des salariés, de ce droit. Donc, c'est vraiment ce qu'on a dit, un changement majeur de culture interne. Donc, avant même que le salarié le demande ou pas, l'employeur devra tous les ans dire « vous avez le droit de nous… vous rappeler le droit aux salariés ». Donc, ça, c'est vrai, un vrai changement de culture, quoi. Il y a quand même aujourd'hui la rémunération en France, on peut dire que c'est quand même un petit peu caché, qu'en général, c'est complètement tabou. Les salariés entre eux, on ne les encourage pas à parler de leur rémunération entre eux. On va leur dire, OK, je te donne une prime, mais bon, tu n'en parles surtout pas à tes collègues. C'est juste ça la vraie vie, quoi. Et là, ce n'est pas que le salarié, et je crois aussi même que le salarié, on ne pourra pas forcément l'empêcher aujourd'hui. C'est vraiment, on ne pourra plus lui dire, non, tu n'en parles pas à ton collègue, quoi. Donc, c'est un vrai changement de culture, quoi. C'est en dehors des chiffres et des tableaux et des états de reporting, le terme que j'aime bien, moi, c'est ça va se diffuser, quoi, très, très vite. C'est pas, même s'il y a 7 états de reporting ou 10, s'il y a 10 000 salariés, il y a 10 000 états de reporting individuels à fournir si besoin, parce qu'on a nos 10 000 salariés qui le demandent. Mieux vaut pas automatiser.
la réponse. Donc ça, c'est vraiment important. Je trouve que c'est ça, la révolution, elle est là en fait. La granularité, on parle souvent de granularité au niveau RH. La granularité, elle peut être dans chaque poste de paye, mais elle est aussi, je dis, quand il y a 10 000 salariés, il y a 10 000 sujets dans une entreprise. Tu as tout à fait raison. C'est l'inquiétude, je pense, la plus importante quand on parle à des entreprises, des organisations de X milliers de collaborateurs. C'est si j'ai 100 000 collaborateurs et qu'il y a 2% des collaborateurs qui font une demande, ça me génère automatiquement des milliers de demandes. Donc, comment j'y réponds et rapidement, puisque la directive donne 2 mois pour répondre. Oui, tout à fait. Donne 2 mois pour répondre à partir du moment où une demande est faite par un de vos collaborateurs. Et il y a aussi cet impact au moment de l'embauche, du coup. Exactement. Voilà, et c'est la 6e donc, et dernière étape de notre guide, puisque du coup, comme vous le savez, donc ça concerne effectivement vos futurs collaborateurs, car donc cette transparence, finalement, elle ne se limite pas aux salariés en poste, mais elle se prépare donc en amont. Voilà, c'est ce qu'on a commencé à se dire. Mais ce qui fait aussi un changement radical, finalement, au niveau du process de recrutement, car désormais, donc, l'employeur doit définir une fourchette de rémunération pour chaque offre. Voilà, les candidats doivent recevoir une information claire sur le salaire initial ou la plage de rémunération basée sur des critères objectifs. Voilà, la finalité, elle est finalement assez simple, c'est de positionner une offre d'emploi dès l'embauche et donc son futur recrutement dans la grille de rémunération correspondante. Voilà. Et à noter que donc il est désormais interdit d'interroger un candidat sur son historique de rémunération, ce qui, on ne va pas se mentir, je pense, est un léger changement pour parler. On s'en réjouit. Faut le dire, on s'en réjouit. C'est une excellente chose. Mais c'est parfois cette information-là qui permettait aussi de démarrer une négociation de salaire à une embauche, en fait, et qui est à l'origine parfois des écarts de rémunération qui datent de l'embauche du salarié et qui, alors je vais essayer d'être le plus neutre possible, qui se rattrape ou pas. Voilà, et que parfois, justement, qui sera plus difficile s'il y a des écarts à rattraper qui peuvent avoir un coût. Justement, oui, parce que c'est ce qui nourrissait, parce que c'est au passé bientôt, mais c'est ce qui nourrissait ce cercle vicieux. Aussi. Exactement. Exactement. Et là, l'idée, du coup, avec ces fourchettes dès l'embauche et ce positionnement, du coup, de votre offre d'emploi dans une fourchette dès l'embauche, eh bien, vous permet de maintenir un collaborateur dans une grille de salaire transparente tout au long de son voyage dans votre entreprise. Ça veut dire aussi que déjà dès aujourd'hui, je crois que le rôle de l'entreprise sera de se dire essayons de ne pas sortir des grilles si elles existent ou si je commence à fixer des grilles, parce que les écarts que je peux déjà avoir, elles seront gravées dans le marbre pour une embauche et pour un salarié en poste, et je devrais pouvoir les justifier ou elles auront sur les indicateurs que je devrais calculer dans un an. Donc, d'où l'importance déjà, je pense, pour moi, je dirais aujourd'hui, dès l'embauche, de se dire, OK, je définis globalement que j'affiche ou pas, que je décide d'afficher ou pas. En tout cas, je décide de tenir une embauche dans la grille que je me suis fixée, parce que ce que je fais d'un côté ou d'un autre, sinon, en plus ou en moins, ça va se retrouver de toute façon dans un an dans les états que je devrais sortir, soit même dans la rémunération que je devrais avoir à justifier pour le collaborateur. Et je vois Ursula qui dit « Les négociations de salaire lors du recrutement seront bien écourtées. » C'est pas faux. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Un autre bénéfice. Alors, on aimerait bien, du coup, maintenant que vous avez vu un peu cette roadmap bien riche, bien dense, on a envie de vous questionner un petit peu, voir comment vous vous positionnez. Selon vous, quelles sont les étapes les plus difficiles? En tout cas, qu'est-ce qui peut-être vous rend le plus frileux? Est-ce que c'est la centralisation des données? Est-ce que c'est la classification des emplois? Est-ce que c'est le calcul et la justification des écarts? Est-ce que c'est la génération des états de reporting? Voilà, on vous laisse voter. Dites-nous un peu qu'est-ce qui vous paraît le plus compliqué, le plus complexe, insurmontable. C'est une excellente question en fait, parce que c'est vrai que cette directive, elle déchaîne un peu les passions, comme je le disais depuis 1 an et demi maintenant. Et
Et vu que là, aujourd'hui, vous êtes un panel assez intéressant, là, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, ça va nous permettre aussi sur une base assez conséquente en fait, de professionnels de la fonction RH, hein, je pense que c'est des gens qui sont dans l'auditoire majoritairement, de savoir un petit peu quelle est votre plus grande souffrance finalement, même s'il y a une forme d'équilibre du coup entre le calcul et la justification des écarts, la classification des emplois, peut-être un peu derrière la centralisation des données et la génération des états de réponse. Un dernier. Ouais, il y a quand même une tendance assez forte sur la justification des écarts, la classification des emplois. C'est les plus gros morceaux. Finalement, ce sont les 2 plus gros morceaux peut-être face à la directive. Il y a eu une flopée de questions. Je vois qu'il y a l'équipe Allshare qui est au taquet dans le chat et merci pour ça parce que il y a vraiment tellement de réactions. Ça va être compliqué de répondre à tout, mais justement, l'équipe Allshare qui est là aujourd'hui dans le chat et qui est aussi là à travers toi, Jacques. Tu veux bien nous dire quelques mots parce que vous, c'est quand même le cœur aussi de votre travail que d'accompagner les entreprises sur le sujet la transparence des salaires. Pour le coup, ça serait intéressant de voir comment un outil comme le vôtre aide à ça. Avec plaisir, Anaïs. Non, mais nous, du coup, en fait, Allshare, on est un éditeur de logiciels, en fait. Hein, et depuis 30 ans, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises, les grandes organisations, dans leur processus de pilotage de la masse salariale, des effectifs et des rémunérations. On verra dans la slide juste après, en fait, ce en quoi ça consiste concrètement. Donc, en gros, notre mission, c'est d'éditer des solutions performantes. Évidemment, ça, c'est la base. C'est pour ça qu'on l'a mis en orange, vous voyez, voilà. On est un éditeur un peu particulier parce qu'en fait, nous, on a des consultants experts du métier de la fonction RH, contrôle de gestion sociale, Comp & Ben, qui implémentent les solutions chez les clients et qui vous suivent durant toute la vie de l'application. Voilà, on met un gros focus, un point très important sur l'aspect humain qui est primordial pour nous. Et enfin, c'est pas qu'une question d'outils de technologie, c'est que vous accompagnez aussi une dimension de conseil. Oui, tout à fait. Tu as raison. Et voilà, troisième rôle qu'on joue, c'est la partie donc, hébergement. On a des data centers en France et qui nous appartiennent, mais ça, c'est plus pour la partie, on va dire, un peu sécurité. Et du coup, donc, je parlais de pilotage de la masse salariale, des effectifs et des rémunérations. Qu'est-ce que ça comprend? En fait, nous, on a 2 offres. Scénario RH, donc très focalisé sur le pilotage de la masse salariale des effectifs. Concrètement, en fait, nous, on aide les entreprises justement et les organisations à être maîtres de leurs données de masse salariale. Dans beaucoup de cas, en fait, on remplace encore Excel aujourd'hui, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet sur la maîtrise des données. Et donc, nous, on vient les aider là-dessus, voilà, maîtriser leur KPI effectif masse salariale et projeter ces KPI dans le temps. Ça, c'est une grosse plus-value de la solution, c'est la capacité de simuler, de budgéter donc sa masse salariale. Ça, c'est pour la partie scénario RH. Et ensuite, deuxième volet sur lequel on accompagne les clients, salary planning, en fait, qui vous permet dans une solution de piloter l'ensemble de vos rémunérations, que ce soit le salaire de base, les variables, etc., de faire vos grilles de rémunération jusqu'aux campagnes finalement de révision salariale. Et donc, voilà, et tout ça dans un outil sécurisé, commun, avec un suivi en temps réel finalement des saisies, notamment des managers pour tout ce qui est campagne. Voilà. C'est un vrai outil d'aide à la décision parce que voilà, quand vous avez vos grilles et vos campagnes, dans le même outil, finalement, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur les grilles pour proposer des recommandations d'augmentation, etc. etc. Et finalement, c'est un peu cette expertise-là et cette proximité finalement avec le milieu RH qui nous donne qui nous a, dans un premier temps, éveillé notre curiosité en fait sur la transparence des salaires. Et on s'est dit il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant qu'on allait se mettre dessus. Et donc, qu'on construit du coup avec des clients, bêta-testeurs, des professionnels de la fonction RH comme Madeleine, mais des cabinets de conseil aussi, un module répondant à l'ensemble des problématiques, des sujets en fait que nous donne la directive sur la transparence des salaires. Donc
voilà un peu notre légitimité aussi à parler finalement de ce sujet aujourd'hui. Parce que vous aussi, vous la prenez de plein fouet, la directive, pour le coup. Pardon, je t'ai coupé, Madeleine. Je rajouterais aussi que cette directive et son application, elle va concerner beaucoup d'acteurs qui sont forcément la DG, DRH, les managers, salariés, partenaires sociaux, et que ce que permet aussi les applications donc, de scénario RH, c'est que chacun de ces acteurs puisse avoir un accès direct à l'application ou des supports. On parlait tout à l'heure de la justification de son salaire, d'avoir des supports individualisés qui peuvent leur être remis. Parce que en dehors de cette directive, en dehors de valoriser la fonction RH, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement transversal, quoi. Elle donne de la valeur à la fonction RH, mais avec tous les acteurs qui la concernent. C'est ça, on peut peut-être souligner au passage que, alors c'est un chantier immense pour la fonction RH, mais il est peut-être important de dire aussi que ce n'est pas un travail que le RH va mener seul, c'est un travail collectif, ce chantier de la nouvelle directive. Preuve en est, puisqu'il y a des acteurs comme vous qui êtes là aujourd'hui pour les épauler, pour les soutenir, mais même en interne, c'est un travail qui se mène avec plusieurs parties prenantes. Le RH ne va pas conduire ça tout seul, j'imagine. Certes, il ne le conduira pas tout seul, et puis je dirais que ça se fera pas à pas, par processus itératif, quoi. Il y a des choses qui doivent commencer pour moi en 2026, qui vont avancer en 2027 et encore, et peut-être 2028. En tout cas, ça intègre toute cette chaîne d'acteurs, et surtout, ça positionne la DRH en tant que partenaire stratégique, et encore plus, parce que ça peut... l'intérêt, ça peut, je vais dire quoi, réduire les tensions au niveau des négociations de salaire avec les partenaires sociaux. On aura plus de transparence. Des tensions qu'il peut y avoir aussi même en interne, au niveau social en interne avec des salariés où il y a un vécu d'injustice de leur rémunération. Ça permet aussi peut-être de faciliter les revues de salaire, en fait, en tout cas de faciliter le budget. On va dire ce que les écarts qu'il y en ait ou pas. En tout cas, si tout est, je dirais, catégorisé, on va dire telle catégorie, c'est plus 2%, plus 3%, ou certaines plus 0, enfin voilà, ou plus 0,5. Mais en tout cas, ça va, je pense, aider à le budgéter. Donc, d'où l'intérêt aussi dans l'échange entre la DRH et la direction générale. La relation avec le CSE aussi, je vois plusieurs personnes qui soulignent ça. Quel est le rôle du CSE là-dedans et à quelle étape il faut faire une info, une consultation avec le CSE? Il y a aussi ça aussi. Dans tous les cas, de toute façon, dans tous les cas, il est partie prenante, soit sous forme de négo dans l'accord de classification. De toute façon, sinon, les états de reporting, comme l'était l'index EGAPRO, comme l'est toujours l'index EGAPRO, ce qui est transmis en externe sera vu en interne. Donc, le mot transparence, le mot transparence oblige à professionnaliser peut-être davantage, si besoin en est, la fonction RH. Et de donner aussi beaucoup d'importance à ce que j'appelle moi la data, et je dirais en amont à la fonction paye, quoi. La fonction paye qui est toujours en back-office, ils font quoi là, c'est fondamental, quoi. C'est juste là que... Et même pas que. Tout à l'heure, dans le chat, Virginie parlait de la GPEC, de la GEPP. C'est pareil, il y a aussi cette dimension-là, à travers la cartographie que vous avez évoquée dans la roadmap. C'est très lié à la GEPP aussi. Finalement, c'est au croisement de tous les différents pans des RH qui sont si larges, si vastes. Ouais. Et oui, on peut en rajouter ce plan-là, comme tu dis, Anaïs, organisationnel, quoi, en fait. Tel emploi et tel est le descriptif aujourd'hui, quelles sont les compétences nécessaires, et même si un salarié se dit finalement, moi je me rends compte que j'ai un écart de salaire, il va peut-être être rattrapé cette année, mais bon, je voudrais avancer, et quel est le parcours de carrière en fait? C'est ça aussi en fait. Au-delà de ça, c'est comment je peux avancer. Si tel est que la grille de classification elle est claire, montrez-moi le chemin pour avancer vers une autre catégorie. Donc, pour un DRH, c'est un super projet, en fait. Ça soulève plein d'autres sujets. Jacques, un dernier mot sur Allshare, je vois sur vos partenaires notamment. Voilà un petit panel du coup des entreprises, des organisations avec qui on travaille aujourd'hui. On travaille aussi bien dans le privé que dans le public. Et voilà, on sera ravis
vous aider si vous en ressentez finalement le besoin. Mais Moi, avant j'ai ça, une dernière question. J'ai une dernière question à vous poser. Maintenant qu'on arrive quasiment au bout de ce webinaire, comment est-ce que vous comptez, du coup, gérer la conformité sur le long terme? Voilà, maintenant qu'on vous a partagé, enfin, je dis on, je m'inclus, mais c'est pas moi, hein, c'est Jacques et Madeleine. Voilà, quels outils vous comptez mobiliser voilà, pour vous épauler dans cette démarche, pour gérer la conformité sur le long terme? On a le classique, notre bon vieux fichier Excel, mais il peut aussi y avoir des solutions logicielles dédiées, comme on l'a vu d'ailleurs avec Allshare, une solution développée en interne. Peut-être que vous ne savez pas encore et que c'est encore un gros point d'interrogation, mais voilà, on est curieux de voir comment vous comptez processer, quel outil. Alors, il y a quand même une petite majorité de personnes qui ne savent pas encore. C'est encore. Et finalement, ça rejoint la première question, hein, qui était où est-ce que vous en êtes? Et la majorité nous disait, bah, on n'a pas encore commencé, on part de zéro. Ça rejoint le from scratch, on ne sait pas encore, et ça, c'est logique. Et je vois qu'il y a quand même notre bon vieil ami Excel qui est toujours de la partie. Il est toujours là, fidèle au poste. Non, mais moi, je serais assez curieux de savoir un peu, voilà, si vous avez encore un petit peu d'énergie, tous ceux qui ont voté pour Nous ne savons pas encore, quelles sont les raisons de pourquoi vous ne savez pas encore? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas encore la transposition en loi française? Est-ce que c'est. Enfin, voilà, il y a d'autres raisons. Moi, je suis assez curieux d'avoir les raisons derrière ce Nous ne savons pas encore. Si vous pouvez mettre ça dans le chat, ça aidera beaucoup. Je regarde s'il y a des questions que j'ai pu louper entre-temps. Jacques, tu nous commentes un peu, qu'est-ce qu'on a à récupérer là ici? Il y a pas mal de sources que vous voulez partager. En fait, effectivement, du coup, donc, vous l'avez compris, on travaille en fait sur ce sujet-là depuis de nombreux mois maintenant. Et donc, on propose du contenu sur le sujet assez régulièrement. Là, on a sorti très récemment, du coup, vous retrouvez le QR code sur votre gauche, un guide. En fait, c'est une roadmap. C'est la roadmap qu'on vous a présentée en fait finalement aujourd'hui en version encore plus détaillée. Voilà, c'est un PDF plus détaillé encore que le PowerPoint qu'on vient encore plus détaillé que ce que vous avez partagé aujourd'hui. On rentre je suis choquée. dans le sujet pour vous laisser le moins seul possible. Donc voilà, il est à votre disposition. Vous n'avez qu'à flasher le QR code pour l'obtenir. Et sur votre droite, un autre petit QR code si vous voulez directement finalement obtenir prendre rendez-vous et soit échanger avec nous, un de nos experts, voilà, ou carrément avoir une démonstration de ce module sur la transparence des salaires qu'on a sorti récemment, qu'on continue de faire évoluer en fait fréquemment et qu'on va continuer de faire évoluer puisqu'il y aura transposition en loi française un jour et donc des modifications à prendre en compte. Voilà. Je tiens juste quand même à dire qu'on a dans le chat Mathieu qui a beaucoup d'humour, qui après avoir souligné mon extinction de voix, nous dit « Merci pour ce partage, encore du boulot pour les RH, mais au final, qu'est-ce que Jacques a dit ?» Voilà, juste, je suis très fan de ce genre d'humour, donc je tiens à souligner. Mathieu, je vous invite à prendre à flasher le QR code de droite, qu'on échange, on va bien rigoler, je pense. J'adore. On peut jouer au Jacques a dit ensemble si vous voulez. Merci. Jacques a dit choisir Allshare, nous dit l'équipe Allshare. Est-ce qu'au passage, on peut juste souligner à quel point l'équipe Allshare, elle est au taquet, elle a été dans le chat, elle a été à travers tout ce qui a été préparé aujourd'hui pour ce webinaire, les ressources qui ont été partagées. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Je sais que chez Allshare, vous portez bien votre nom parce que vous aimez partager chez Allshare. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, Jacques et Madeleine, à partager pour conclure ce webinaire? Tu nous avais pas prévenu, ça, Anaïs. Juste un petit mot, une petite conclusion, voilà, s'il y a un dernier mot. N'attendez pas, allez-y, c'est un super, en tant que DRH, c'est un super projet pour la DRH en tant que telle et qui va, et pour toute l'entreprise en fait. Vraiment, n'attendez pas quoi. Foncez. N'attendez pas la transposition. Oui, et n'attendez pas pour prendre rendez-vous avec nous. Nous, on sera vraiment très curieux. Non, mais au-delà de l'aspect solution, service, etc., moi, je suis très curieux d'échanger avec vous sur ce sujet-là. C'est une initiative qui est nouvelle.
qui est en mouvement. On apprend des choses au quotidien sur le sujet. Hein, enfin, voilà. Donc, moi, on est très curieux de vos retours pour qu'on continue aussi de progresser et de proposer les services les plus parfaits possibles. Top. En tout cas, merci à l'audience qui était présente aujourd'hui. Vous avez été hyper actifs dans le chat. J'ai pas pu tous vous lire, j'en suis navrée, mais je remercie encore une fois l'équipe Allshare qui était vraiment à fond dans le chat. Heureusement que vous étiez là aujourd'hui parce qu'on avait vraiment énormément de monde de connecté. Moi, je vous retrouve très vite, déjà la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera paye. on change pas vraiment de sujet, mais voilà, on fera une revue de l'actualité de la paye en ce mois de février. Rejoignez-nous si le sujet vous intéresse. Et en attendant, écoutez, merci Madeleine, merci Jacques. J'ai passé un super moment à vos côtés. J'ai appris plein de choses moi aussi. Et je suis ravie d'avoir partagé ce moment. Et je vous dis à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.